Voilà, bonjour à tous et à toutes. Bonjour Amédée, bonjour Philippe Bobola. Bonjour. Bonjour. Bonjour Didier. Voilà, on va parler aujourd'hui, de cette journée mondiale des enfants. Je suis très heureux qu'on ouvre le bal. Amédée, cette journée mondiale des droits de l'enfant est très très importante puisque tu as créé l'ONG en question. Comment on peut parler justement de l'origine déjà avant et après on laissera justement la parole à Philippe Bobola sur le sujet sur lequel il va parler au niveau de l'enfance. Est-ce que tu peux très très rapidement nous donner l'ADN et l'historique, peut-être la genèse de Cœur et Conscience? C'était en fait un projet qui me tenait à cœur depuis de nombreuses années. Je suis profondément humaniste et ça m'a toujours dérangé cette misère que je voyais un petit peu partout lors de mes déplacements. Et j'avais vraiment envie de faire quelque chose. Et j'ai commencé à réfléchir sur le projet pour mettre en place quelque chose de concret. Ce qui m'est venu très rapidement, c'est d'œuvrer en faveur des enfants. Mais en même temps, je voulais pas me contenter de faire quelque chose enfin qui permette aux enfants d'être instruits, d'avoir une éducation, mais ça me semblait pas suffisant. Alors j'ai voyagé, j'ai vu d'autres ONG, des petites, des moyennes, des grandes, et puis je me suis décidé à créer quelque chose. Alors ça s'est passé dans des circonstances particulières. D'abord, j'ai pris en charge une enfant à Madagascar. Mon intuition m'a dit que c'est ici et maintenant qu'il fallait démarrer cette aventure. Et ça a été d'abord une aventure personnelle pendant quelques années, histoire de comprendre un peu les enjeux, de mieux connaître la culture. Et à un moment donné, j'ai mis en place cette structure très modestement et pas mal d'amis et de différentes personnes sont venues nous rejoindre. Alors l'idée en fait de Cœur et Conscience, c'est en fait de permettre aux enfants très démunis d'accéder à l'éducation, mais pas simplement l'instruction scolaire. C'est que notre ONG repose vraiment sur des valeurs humaines que sont la solidarité, le respect, la non-violence, donc plus exactement la bienveillance, l'amour, le partage, et tout ça pas de façon théorique. On fait en sorte que ces valeurs, eh ben, on les vive. Et donc, l'idée aussi, c'est de permettre certes à ces enfants d'être instruits, mais s'ils deviennent cette future génération, et pour certains, ils deviendront des personnes qui vont œuvrer peut-être au changement, qui vont avoir des responsabilités, eh ben, l'idée, c'était de vraiment changer cet état d'esprit. Parce que le problème que l'on rencontre dans le monde, et notamment de cette pauvreté à Madagascar et dans d'autres pays, vient en fait de causes très simples je dirais, à relever, à identifier. C'est l'égoïsme, c'est la cupidité, c'est le goût exacerbé du pouvoir et la domination, etc. Donc, si on met en avant, on prône, je dirais, on permet à ces enfants de vivre ces qualités humaines que sont justement la solidarité, le respect de soi, des autres, de la terre. Alors en faisant cette expérience profonde, on fait le pari que ça va changer vraiment la donne et qu'ils ne reproduiront pas ces schémas qui font que la Terre va si mal en réalité et que des tas de gens meurent de faim au quotidien, des enfants et d'autres qui meurent tous les jours, alors qu'on pourrait faire quelque chose. Mais ce quelque chose ne va pas résoudre le problème fondamentalement si ça se résume à mettre un peu d'argent comme ça, en faisant un peu d'aumône. C'est vraiment un travail de fond. Alors, Cœur et Conscience, c'était vraiment ça la démarche, c'est de dire, on est dans du court terme, on aide tout de suite des gens qui sont dans des situations catastrophiques. On fait un travail sur le long terme en permettant aux enfants d'accéder à l'instruction scolaire, à l'éducation. Et plus profondément, on fait un travail sur le changement des mentalités et qu'on fait avec les populations locales, avec les pères, avec les mères, les enfants, pour pouvoir espérer une génération future qui va mettre au centre de tout ça, et notamment des relations humaines, des valeurs fortes que sont le respect, la solidarité, la bienveillance,
C'est en fait la démarche de cœur et conscience. Retour aux fondamentaux, au respect, finalement, retour aux sources par rapport à des choses qui se sont perdues, qu'on a eu à voir un temps et on s'est perdu dans les méandres de notre modernité. Alors, si vous voulez, les liens sont tous les liens qu'on va vous présenter aujourd'hui sont dans la description. Cœur et conscience pour adhérer. Vous voyez, il y a le site internet que vous pouvez visiter. Je vous invite fortement à aller vous renseigner. On comprend que le cœur, c'est aider, mais en conscience, comme tu l'as dit si bien, Amédée. Ce n'est pas tout d'aider, il faut le faire aussi en conscience. Et puis, vous avez aussi une page pour parrainer un enfant si vous le souhaitez, pour pouvoir justement aider ses prochaines et ses futures générations, en sachant, on ne le précise pas assez, mais lorsque, Amédée, c'est une précision qui a toute son importance, lorsqu'on parraine un enfant, les parents aussi ont accès aux soins. Donc ça, c'est Oui, quelque chose de ils deviennent, fondamental. ils deviennent ce qu'on appelle les ayants droit. Il y a environ 4, 5 personnes autour de l'enfant qui deviennent ayants droit. Ayants droit, ça veut dire un accompagnement social, l'accès à notre cabinet dentaire, cabinet médical, et puis des soutiens, soutien alimentaire, ça va plus loin. Régulièrement, on intervient sur des problèmes de santé lourds, à caractère vital d'ailleurs. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important. Beaucoup de gens ne mesurent pas tout l'impact qu'il y a autour de cela. C'est pas uniquement, et c'est déjà beaucoup, de permettre à un enfant d'être scolarisé, mais c'est tout ce qu'il y a autour aussi, et qui est vraiment très important pour une famille de se sentir soutenue, de savoir que en cas de problème, ils peuvent venir, ils auront une oreille attentive, et pas seulement ça, une aide concrète. Et c'est ce qu'on tâche de faire depuis des années. Et on a développé différents domaines d'ailleurs d'intervention, puisque on a travaillé sur donc la protection de l'enfant. Aujourd'hui, on fait partie des associations importantes à Madagascar. Et on a travaillé avec le gouvernement malgache et l'UNICEF, en fait, pour mettre en place un projet de famille d'accueil qui est maintenant bien abouti. Et donc, c'est nous, enfin, c'est notre association qui a été donc retenue pour ça. Et on a travaillé plusieurs années pour mettre voilà, un réseau de familles d'accueil, et on développe le réseau de protection de l'enfance pour vraiment alors là c'est en marche en plus quoi du parrainage des enfants, mais bon, quand on a eu 100, 200, 300 enfants, on a eu forcément des problèmes de violence, de toutes sortes de choses, on a eu des gamines qui ont été violées, etc. Et en fait il n'y avait strictement rien là-bas, et c'était vraiment très difficile de voir ces situations et de rester là impuissant. Et ce qui fait qu'à un moment donné, on a dit on fait quelque chose, et j'ai initié ce projet, et on a créé d'abord une petite structure qui a commencé à se développer. Puis l'UNICEF nous a soutenus dans cette démarche en disant voilà, ils avaient un projet de famille d'accueil, parce que leur expérience internationale leur montrait qu'il valait mieux désinstitutionnaliser, c'est-à-dire éviter des grosses structures, on met 50, 60 enfants, mais plutôt des familles d'accueil. On a travaillé dessus avec le gouvernement malgache pendant des années, et on a mis en place, et aujourd'hui, ça fonctionne bien, et on forme d'autres structures qui veulent, par rapport à notre expertise dans le domaine, on les aide. Donc, on a plusieurs actions qui est autour du parrainage. C'est l'éducation qui est le centre, mais on fait beaucoup de choses par ailleurs. De choses par ailleurs. Alors, si vous voulez justement en participer concrètement, il y a une cagnotte auquel vous pouvez participer dès aujourd'hui. C'est pas demain, après-demain. C'est aujourd'hui que ça se passe, parce que c'est la journée des droits de l'enfance. Il y a une journée dans l'année où vous pouvez participer activement. C'est aujourd'hui qu'il faut le faire. Donc, d'où l'importance de partager. En fait, le lien est dans la description aussi. Vous pouvez partager autour de vous. Les réseaux sont là pour ça. On va prouver la puissance et la capacité aux personnes dont vous faites partie, comme tel le Colibri. Faites votre part, justement, de partage pour pouvoir diffuser au maximum cette information. C'est pour la bonne cause. Et les droits de l'enfant en particulier, sans parler de ses droits, dans son intégrité, dans son entièreté, est à l'honneur aujourd'hui. Donc c'est important pour vous. C'est une fête.
Oui, si tu permets, Philippe, juste pour venir sur cet aspect, en fait, tu as montré la fiche, ça s'appelle Solidarité avec cœur et conscience, donc c'est un Mhm. petit jeu de mots, c'est avec cœur et conscience notre NG, mais c'est aussi avec cœur et conscience qu'on a ce geste de solidarité. On a choisi le 20 novembre pour faire cette opération qui dure 30 jours. Et ce sont deux dates qui sont extrêmement importantes pour tout le monde, mais pour notre ADN, j'irais au niveau de l'ONG. Le 20 novembre, c'est la journée mondiale de l'enfance. Au départ, c'est ça, en 1954. Et puis en 89, il y a eu la Convention internationale des droits de l'enfant, c'était en 1989, donc toujours c'était le 20 novembre qui a été choisi, la même date en fait. Et en France, en 96, c'est devenu la journée mondiale de défense et de promotion des droits de l'enfant. Donc en fait, tout ça, c'est la même chose, c'est les droits de l'enfant, c'est la protection de l'enfant, etc. Donc pour nous, compte tenu de notre démarche au niveau de l'association, c'était important de le faire ce jour-là. Et on va faire des animations, beaucoup de communication pendant ces 30 jours, et ça se finira le 20 décembre, qui est la journée internationale de solidarité humaine. Alors pour nous, évidemment, c'est important parce que la solidarité, c'est une des valeurs fondatrices de Mhm. Cœur et Conscience. Et Et le pont est facilement fait entre les droits de l'enfant qui deviendront adultes pour un jour soutenir l'humanité. Ça paraît logique, hein. C'est vrai. bien sûr, et puis sans cette solidarité, je pense que voilà, si on faisait vraiment preuve de solidarité, d'un peu plus d'altruisme, le monde ne serait pas dans ce chaos. Donc, C'est je crois clair. que c'est vraiment une valeur extrêmement forte, voilà, de se sentir solidaire, de pas se considérer que peu importe ce qui se passe ailleurs, c'est pas mon problème, voilà. Mais vraiment toutes ces valeurs, en fait. Ce que je veux dire, c'est c'est pas simplement une aide qu'on amène à l'extérieur des enfants, c'est-à-dire que tous ceux qui participent à cette aventure, parrain, marraine et tout, c'est vraiment une aventure humaine. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas simplement on parle de choses de façon théorique, c'est qu'on les vit ces valeurs. On Mm. les vit vraiment, et c'est pour ça d'ailleurs qu'avant de créer cette ONG, j'ai commencé moi personnellement à m'occuper d'un enfant, d'une famille, etc. Alors bon, on me dit oui, bon, d'ailleurs on me demande une fois pourquoi Madagascar, on croit que je suis originaire de Madagascar, mais je suis pas originaire de Madagascar, ni de la Réunion d'ailleurs. Et j'ai dit c'est pas mon problème. Tu es un Les enfants citoyen du peuvent. monde. Tu te considères comme un citoyen de la Oui, planète, tout simplement. complètement. Et la souffrance, pour moi, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de Mm. couleur de peau, il n'y a rien de tout ça. Et il s'est avéré que ce pays fait partie des 5 pays les plus pauvres du monde, avec ce paradoxe, c'est qu'il y a des richesses énormes, des richesses, je dirais, à la fois du pays, hein, de ce potentiel, de la terre et beaucoup de richesses, mais aussi de la richesse humaine. Et malgré tout cela, il y a une extrême pauvreté. Il y a 23-24 millions de personnes pour un pays qui est plus grand que la France, Oui, qui oui, fait c'est la vrai. Le France à la contraste limite. est vraiment saisissant, hein, c'est vrai. Mm, mm. Parce que derrière tout ça, en fait, chaque fois que d'autres arrivent au pouvoir, ils reproduisent la même chose. Parce Mm. que finalement, on n'en sort pas. C'est pas une question d'instruction. Ce sont pas les gens stupides qui gouvernent le monde. Enfin, stupides. En tout cas, intellectuellement parlant, ce sont des gens, voilà. Mais par contre, ce sont ces valeurs de l'égoïsme, la cupidité et tout cela qui fait qu'on en arrive là. Alors, c'est pour ça qu'on fait ce travail vraiment pour changer les mentalités. Et donc, on veut beaucoup échanger avec nos partenaires. On a des entreprises qui nous soutiennent, on a des parrains et des marraines qui viennent et puis qui participent à cette aventure et qui pensaient au départ que bon, ils faisaient un geste qui était bien comme ça et que c'était. Alors, c'est un geste qui est très bien, mais ils se sont rendus compte en fait qu'ils avaient beaucoup en retour. Et on en a pas mal, hein, puisqu'on a toujours tous les mois des gens qui viennent sur place. Et quand ils viennent, ils ont l'occasion de rencontrer leur filleule, la famille, ils ont des échanges. Ils se rendent compte que ce qu'ils vivent en retour est 100 fois supérieur pour eux à ce qu'ils ont pu donner. Et de là, il se passe vraiment beaucoup de choses. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment une expérience globale qu'on partage et on ne vient pas en se disant on va dire ce qu'il faut faire et prétendre inculquer des valeurs aux autres, c'est pas ça du tout. On est tous concernés. Et là-bas, d'ailleurs, à Madagascar, ils ont, j'ai vu d'ailleurs dans leur culture, il y a des valeurs très fortes, ça s'appelle notamment le fiavan, qui est une valeur de solidarité, de sens large de la famille, plutôt au sens large et tout. Donc, il y a des valeurs.
très fortes qui existent un peu partout, mais malheureusement, elles ne sont pas suffisamment mises en avant, elles ne sont pas suffisamment vécues et elles ne sont pas suffisamment valorisées. Et donc, ça, de notre point de vue, hein, c'est ça le gros problème. Voilà. Donc, Ouais. le 20 novembre, journée mondiale de l'enfance. Le 20 décembre, c'est la journée internationale de la solidarité. Et donc, pendant toute cette période, j'en profite pour remercier Philippe. Mhm. Et voilà, d'avoir eu la La gentillesse, oui, gentillesse d'ouvrir le bal. de participer, ça fait vraiment plaisir. Et ça m'a, j'en ai profité pour aussi, alors je connais déjà pas mal de choses que j'ai vues sur YouTube ailleurs de Philippe, mais notamment peut-être un aspect dont on pourra parler à un moment donné, c'est sur le futur qui pourrait précéder le présent. C'est Mhm. quelque chose que je vis bien. c'est, c'est, Voilà. Alors, ça, dans ma démarche spirituelle, c'est quelque chose dont j'ai vraiment, qui me parle beaucoup. Voilà, je referme la parenthèse. merci Amédée pour cette très très belle et très riche introduction. Alors voilà, c'est juste pour vous dire qu'au niveau de la cagnotte par exemple, voilà, parce que c'est aussi le moteur de l'économie, comme tout, hein, on vit dans un monde où cette économie est ainsi. Donc je veux dire, simplement pour paraphraser ce que tu as dit, il en faut peu pour être heureux, mais il en faut peu aussi pour rendre heureux. Donc c'est les deux Bien choses sûr. qui font. Et c'est les deux choses Oui, que vous pouvez faire justement par c'est la tout à fait cagnotte. vrai. Voilà, Tout à fait vrai. c'est tout à fait ça. Tout à fait vrai. Et peut-être si si je peux me permettre, parce Je que t'en prie. c'est un domaine où, alors faut m'arrêter, hein, je suis intarissable là-dessus, mais comme tu viens de me faire une perche, il en faut peu. Oui, et c'est ça le paradoxe, c'est-à-dire que dans des pays comme Madagascar et d'autres où on rencontre une population très démunie, il y a une facilité d'abord à dire merci, d'avoir de la gratitude et aussi à, je dirais, à sourire, Mm. je veux dire, à partager aussi tout cela. Et ça reste vraiment quelque chose d'étonnant pour beaucoup de personnes qui ne connaissent pas et qui viennent et qui s'interrogent longtemps se disant, mais comment des gens dans une situation aussi d'extrême pauvreté, aussi démunis, peuvent toute la journée sourire bien plus que moi, que nous, et ils ont l'air d'avoir moins de problèmes. Et c'est vrai que quand tu poses la question, ils ont une expression où ils disent qui ce problème, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème. Parce que s'ils commençaient à énumérer leurs problèmes, ça finirait pas. Alors, ils ont dégagé tout ça. Et en fait, on se focalise que sur le positif. Oui, le Et plus alors que important. nous, on fait un Mm. focus toujours sur ce qui ne va pas, ce qui pourrait ne pas aller, ou ce qui s'est mal passé à un autre moment. Donc, ce qui fait que on est toujours avec, on est toujours dans une problématique. Et, et paradoxalement, c'est quand on va dans un pays comme ça qu'on retrouve le sourire. C'est quand Mm. même une Mm. sacrée leçon. Une Hein, belle de se leçon aussi. dire que, C'est preuve qu'il y a hein, quelque chose à comprendre, nous vraiment. donne une leçon de Mm. positivité, d'optimisme, finirait par nous dire, t'en fais pas, demain est un autre jour. C'est ceux qui en ont le moins qui disent à ceux qui en ont plus de ce conseil très sage. Merci beaucoup infiniment à m'aider. On va justement ouvrir le bal et je remercie encore Philippe Bobola, physicien, anthropologue et psychanalyste et biologiste, d'intervenir. Alors Philippe, tu voulais parler du développement en fait du cerveau de l'enfant par rapport à cela. Déjà, en termes d'introduction, Philippe Bobola, est-ce que tu peux nous parler justement de ces personnes, de ces enfants qui vivent dans la précarité? Est-ce qu'ils ont moins de chances de se développer que nous, ou au contraire plus de chances parce qu'ils s'ouvrent plus en relation avec le système D, le système des mers, le système de la nature, parce qu'ils sont justement démunis de tout ce qui nous parasite aujourd'hui au niveau des tablettes, des ordinateurs? Peut-être que, voilà, ton avis là-dessus. Alors, l'élément fondamental dans le développement du cerveau d'un enfant, c'est la relation qu'il peut établir avec son entourage. Un enfant, s'il n'a pas de relation, va subir un traumatisme. C'est ce qu'on a vu dans les orphelinats de Roumanie ou de Colombie. Et ça amène le cerveau à être, on va dire, détérioré transitoirement, puisque le cerveau a une plasticité. Alors la plasticité, c'est la capacité qu'a notre cerveau à développer des connexions.
Alors le cerveau, c'est un organe qui fait à peu près 1,5 kg, 1500 cm3. Il est rempli de neurones, il y a 100 milliards de neurones, et chaque neurone établit entre 10 000 et 100 000 connexions, ce qui fait qu'on a de l'ordre de 10 millions de milliards de connexions. Wow. Alors si un enfant n'a pas les soins relationnels nécessaires, eh bien, il va développer des traumatismes, il peut évoluer vers un autisme. Et quand on regarde le cerveau, la partie qui est touchée, c'est la partie qu'on appelle l'amygdale, qui est impliquée dans la mémoire et l'apprentissage. Donc, la force des peuples comme Madagascar, on appelait autrefois le tiers-monde, ou les gens qui ne sont pas encore développés économiquement, c'est qu'ils ont peut-être un produit intérieur brut, comme on dit, un PIB faible, mais ils ont un produit humaniste brut aussi. C'est-à-dire que c'est encore des familles où il y a des liens. Leur problème, c'est plutôt la pauvreté, la santé. C'est des problèmes sanitaires, alors que curieusement, nous, dans nos sociétés, nous sommes, avec cette pandémie, dans une période de distanciation sociale. Et les enfants qui portent des masques vont avoir probablement des séquelles qui pourront être réversibles ou pas. Ça dépendra si on les détecte et si on les traite. Mais un enfant, il a besoin d'utiliser ses 5 sens pour se développer. Il a besoin de voir, on parlait du sourire, il a besoin de voir le sourire d'un adulte, il a besoin de voir un adulte qui exprime ses émotions en harmonie avec les émotions de l'enfant. Il a besoin qu'on lui raconte des histoires, il a besoin qu'on le touche, il a besoin d'avoir une présence. Nous sommes, si on fait une civilisation comparée, dans une civilisation qui connaît, comment dirais-je, une distanciation sociale, où les parents sont pris par leur travail. Ils n'ont plus le temps d'accorder l'attention nécessaire à l'enfant, par exemple, lui lire des histoires, etc. Je pense que dans les pays émergents, c'est encore présent. Ce sont des pays de l'oralité. Voilà. Ah, j'entends plus. Voilà. C'est encore le pays de la transmission. Ce sont des pays qui fonctionnent encore sur la transmission des anciens qui transmettent aux plus jeunes, etc. Il y a encore cette fonctionnalité-là qu'on a beaucoup perdue. Il y a encore ce respect aussi pour en fait, leur enseignement vient des grands, hein, entre guillemets. Tu parles tout à l'heure de l'enfant a besoin donc de vision, a envie de sentir, a besoin aussi de tactile, de kinesthésie pour voir se développer. Et aujourd'hui, il semblerait que notre société se virtualise de plus en plus. Donc, le monde virtuel, dont ne sont pas encore touchés les pays émergents, c'est une chance pour eux et un poison pour nous. C'est assez curieux parce que quand on regarde des fois ce que nous, en termes économiques, on considère comme un handicap, c'est un atout. Si vous allez au Brésil, dans la région d'Acre, qui est la région la plus pauvre, on utilise encore la pharmacie du bon Dieu. Et donc, cette région se soigne différemment que des régions plus développées économiquement, comme Brasilia ou Sao Paulo. Donc, à Madagascar, on a encore la pharmacie du bon Dieu, la pharmacopée. Alors, ce qu'on constate, c'est que effectivement, ces pays vont certainement avoir un développement économique et la technologie va faire intrusion dans la vie de ces gens. C'est déjà le cas dans beaucoup de pays, et en particulier la télévision, l'écran, l'ordinateur, les réseaux sociaux, Facebook. Et ce qu'on constate, contrairement à ce qu'on a pu nous dire, parce qu'il y a des enjeux économiques, c'est qu'un enfant, si on prend la télévision, eh bien, s'il regarde trop la télévision, on va dire plus d'1 heure par jour, il peut avoir des perturbations dans son développement. Alors, il y a une étude qui a été menée par Linda Pacali, qui est professeure à l'école de psychoéducation de Montréal. Elle a demandé à des parents, dans les années 97-98, parents qui avaient des enfants d'âge 2 ans et demi, 3 ans, de regarder comment ces enfants allaient se développer, et elle a décidé de voir régulièrement ces enfants. Alors, parmi ces enfants, il y en a qui regardaient la télévision pas plus d'1 heure par jour,
et d'autres qui dépassaient allègrement l'heure par jour. Et on constate en 2000 que les enfants qui regardaient excessivement la télé avaient des problèmes de développement dans certains domaines. Et en 2016, les enfants avaient atteint 13 ans, on s'est rendu compte qu'il y avait des problèmes de victimisation, d'isolement social. Les enfants qui regardaient trop la télévision adoptaient un comportement de violence et antisocial envers les autres enfants. Alors, effectivement, quand on a commencé ces études en 2000, il n'y avait encore pas toutes les technologies qui sont venues s'ajouter à la télévision, à savoir les réseaux sociaux, les tablettes, les ordinateurs qui se sont développés. Donc, ces pays, si ils intègrent ces technologies, ils devront faire attention parce que ces technologies sont à l'encontre des valeurs de ces sociétés. D'un point de vue ethnologique, la force de ces sociétés, c'est le lien social. Et nous, notre faiblesse, c'est justement cette perte de lien social. Les Allemands ont un terme pour désigner ça, le Gemeinschaftsgefühl, le sens communautaire. Donc, ils ont gardé un côté communautaire et c'est plutôt un atout. Donc, effectivement, ces technologies sont un peu à l'encontre de ça. Alors, les conseils, il faut qu'il y ait un apprentissage auto-régulé, c'est-à-dire qu'il faut apprendre à l'enfant qui ne pourra regarder une tablette, un ordinateur, on va prendre les tablettes, qu'un nombre de temps limité. Mais il faut lui dire, comme on dit à un enfant, tiens, je te donne de la purée, au bout d'un moment, il y a une association qui va se faire. Il ne faut pas lui dire, bon, ça suffit, tu as trop regardé. Il faut lui dire, par exemple, tu as 30 minutes accordées à la tablette, tu veux la regarder maintenant, est-ce que tu veux la regarder plus tard, et s'en tenir à là. La pratique de l'alternance, c'est très important. Quand on est devant une tablette, on est évidemment dans une position passive. Donc, il faut stimuler les 5 sens et les 10 doigts de l'enfant. Et ça, dans les pays type émergents, eh bien, effectivement, l'enfant utilise ses 5 sens et ses doigts. En plus, ils sont dans un environnement naturel, ils ne vivent pas tous en ville, donc voilà. Et l'accompagner, c'est-à-dire un enfant, il a une pensée spatiale et son éducation doit l'amener à rentrer dans une pensée linéaire qui est caractéristique du langage parlé et de l'écrit. Voilà. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'on ne va pas du tout traiter les enfants qui ont moins de 3 ans comme les enfants qui ont entre 3 et 6 ans, entre 6 et 9 et 9 et 12. Alors, il y a des études qui montrent qu'avant, la perturbation la plus forte, c'est chez les enfants qui ont moins de 3 ans. Qu'est-ce qu'on constate ? On constate qu'il y a des dangers dans l'apprentissage du langage. Donc, on a fait une expérience en prenant des enfants qui avaient 8 à 16 mois et 16 à 24 mois. On a demandé aux parents de contrôler une liste de 90 mots. Alors, par exemple, pour les enfants de 8 à 16 mois, ils vont prononcer papi, né. Pour les enfants qui ont entre, on va dire, 7 et 24 mois, ils vont prononcer d'autres mots comme ballon, voiture, gâteau. Et puis, on regarde l'influence de la fréquentation des nouvelles technologies. On s'aperçoit que les enfants qui regardent trop vont avoir moins de vocabulaire. Donc, quand on lit une histoire à un enfant, on facilite son apprentissage. Ensuite, l'enfant perd en attention et en concentration. Des enfants qui jouent sur une pièce avec des adultes, avec une télé allumée en arrière-fond, ils vont être perturbés au niveau de leur jeu, ça a été montré, et vont avoir une diminution de 25% de leur concentration pendant les jeux, ce qui représente à peu près pour l'enfant un temps de 5 secondes. Il y a une perturbation par rapport au temps. On parlait du temps, on pourra revenir dessus, c'est un sujet intéressant. Quand les enfants sont devant des jeux vidéo, ils n'ont pas la notion qu'il y a des choses irréversibles. Donc, il faut qu'ils apprennent. Un enfant de 3 ans, il a besoin de se structurer au niveau de l'espace et au niveau du temps. Ce sont les fondamentaux qui vont lui permettre de se développer.
Il y a un danger sur la socialisation, effectivement. On s'aperçoit que les enfants, quand ils regardent trop tablettes, DVD, télévision, c'est pas comme les jeux que peuvent faire les enfants entre eux, où un jour ils sont celui qui est le méchant, un jour ils sont le gentil, un jour ils vont taper, un jour ils vont être tapés. Donc l'enfant peut s'identifier, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup plus de victimisation. C'est l'étude qu'avait menée Linda Pagani, elle trouvait que les enfants qui regardaient excessivement la télévision pouvaient être des boucs émissaires ou des victimes. Il y a un risque aussi de sédentarisation, évidemment. On s'est rendu compte que quand les enfants étaient trop soumis à ces technologies, ces nouvelles technologies, eh bien, ils avaient tendance à plus grignoter, 10%. Il y avait une augmentation de l'indice pondéral. Et puis, ils avaient aussi beaucoup moins d'activité physique. On a estimé qu'ils avaient 7% de diminution d'activité physique, 9%. On pourrait multiplier les méfaits. Il y a aussi des atouts. Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'un enfant avant 3 ans, il faut vraiment limiter. D'ailleurs, Taïwan a établi. Taïwan, c'est un système éducatif intéressant, puisqu'à Taïwan, on a le système éducatif le plus développé au monde et les enfants sont les plus performants. Et il y a une loi qui interdit, qui pénalise les parents d'une amende si leurs enfants qui, avant 24 mois, regardent les nouvelles technologies. Et on conseille entre 1 et, on va dire, 2 heures, entre 8 et 18 ans. Donc, vous voyez, c'est quand même contrôlé et on s'aperçoit qu'il y a vraiment une influence. Donc, c'est un paradoxe parce que, et c'est peut-être là où ces pays devront introduire intelligemment ces technologies, c'est que nous, on souffre d'un manque de lien social et eux, c'est leur atout, un lien social. Donc, les tablettes nous ont amené progressivement à un monde virtuel, moins de relations sociales. Et eux, ils partent de ça. Donc, il ne faudrait pas que les tablettes puissent modifier ce qui est un de leurs atouts principaux. Alors, Philippe, c'est très intéressant ce que tu dis. La question qui me vient, tu viens de parler justement d'un contrôle de certains gouvernements, justement, et qui, on va dire, condamnent presque les parents ou les punit progressivement s'ils ne respectent pas un minimum de quotas de visionnage, si c'est contrôlé et que ça prouve que le développement du cerveau de ces enfants prochainement adultes vont être, on va dire, mieux dotés dans la vie. Est-ce que les prochaines nations puissantes ne vont pas être ces gouvernements qui vont jouer ce jeu-là, de légiférer là-dessus? On devrait, parce que par exemple, on s'aperçoit qu'un enfant, il n'est pas encore développé pour gérer ses émotions, ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Et quand il regarde ces jeux vidéo très violents ou ces émissions de télé, d'ailleurs à 80% les émissions ne sont pas adaptées aux enfants, eh bien il a du mal à gérer ses émotions. Et il faut que l'adulte il puisse l'aider à gérer ses émotions. Alors évidemment, on est devant une technologie qui a ses atouts et ses inconvénients, comme toute technologie, elle est Janus. Mais il faut aussi prendre en compte l'inconvénient de cette technologie. Par exemple, on a beaucoup, à un moment donné, mis en avant que cette technologie allait permettre au cerveau de plus se développer, etc. En fin de compte, non. On acquiert des qualités qui sont propres aux jeux, si on utilise les jeux excessivement. Donc, on voit qu'il y a une épaisseur du cortex, de l'amygdale, du système limbique. Et on se dit, c'est bien, ils vont pouvoir étendre ce qu'ils ont appris sur les jeux vidéo dans d'autres domaines. Non, ça marche pas, ça reste très lié aux jeux vidéo. De même, on s'aperçoit que ce qui est très important pour un enfant, c'est la façon dont l'adulte va moduler sa voix. Et toutes les émissions qu'on a mis en avant comme pouvant stimuler le développement de l'enfant ne tiennent pas compte de la psychologie de l'enfant. Et donc, il n'y a pas vraiment d'avantage, si ce n'est pour ceux qui les vendent. Donc, je pense que dans les années à venir, il faudra faire un bilan de tout ça et peut-être amener
à légiférer, il faudrait que les parents en aient conscience, pour éviter que certains n'hésitent pas à dire, de mieux, j'appelle la fabrication des crétins digitaux. Alors, on voit clairement là, tu viens de dire quelque chose de très important, c'est que la transposition des acquis des hard gamers n'est pas transposable en fait à d'autres capacités que le jeu. Ça les enferme en tout cas dans une certaine dextérité dans leur domaine d'application, mais ça les ouvre pas à autre chose. Si j'ai bien compris, c'est à peu près Oui, ça. Hein. tout à fait. Voilà. Sans parler de l'addiction et En sans plus. parler de tout, voilà, tout ce qui peut se passer, quoi. Alors, avant de faire intervenir, excuse-moi, je t'ai coupé peut-être, oui, dis-moi. Bah, dans les grands développements de l'enfant, c'est simplement, il faut avoir ça en tête. Avant 3 ans, l'enfant a besoin de se construire spatialement et temporellement. On va dire que de 3 à 6 ans, il a besoin d'explorer ses propres possibilités et se confronter en termes d'explication du monde au monde des adultes. Ensuite, de 6 à 9 ans, il a besoin de comprendre les règles sociales, les règles du jeu social. Et puis, j'ai dit 3 à 6, de 6 à 9, il a besoin d'explorer la complexité du monde et au-delà de 12 ans, il va se détacher des règles familiales. Ça, c'est vraiment le développement de l'enfant. Donc, le cerveau d'un enfant, ça se développe. Hein. C'est quand même incroyable de voir quelques chiffres, hein, je ne veux pas vous bombarder de chiffres, mais le cerveau commence à se développer au niveau embryologique le 26e jour. C'est un tube neuronal. Le 28e jour, ce tube va se fermer et il va se fabriquer 3000 neurones par seconde, ce qui fait 360 millions de neurones par jour. Vous voyez ce que je veux dire? C'est énorme, c'est énorme. À 6 mois, le cerveau fait 70 grammes, il a déjà pratiquement 90 milliards de neurones. Et donc après, le problème, c'est qu'il faut que les connexions soient gérées. Donc il y a un phénomène d'élagage, on va éliminer 30 milliards de neurones pour que le cerveau élimine ce qui n'est pas utile. Alors, l'homme est une exception par rapport aux animaux, on appelle ça la néotonie. On pense que, certains évolutionnistes pensent que l'homme, il arrive au monde prématuré. Si on regarde par exemple le cerveau d'un petit homme, il est formé à 23% par rapport à ce qui sera à la taille adulte. Un chimpanzé est formé à 40% et un macaque à 65%. Il a donc 77% à acquérir au cours de sa vie adulte et on comprend aisément que l'environnement dans lequel il se développe est fondamental. Et donc, s'il se développe dans un environnement qui vont limiter sa capacité de concentration, d'attention, il aura du mal à gérer ses émotions, etc., etc. Bah, évidemment, ça fera un adulte qui aura des difficultés. Je trouve assez, comment dirais-je, ironique, c'est que finalement, les sociétés modernes essuient les méfaits de technologie et peut-être que les pays, quand ils vont émerger, auront éviter certains pièges. Oui, c'est vrai que c'est très intéressant de voir cet aspect-là. Alors, moi, je ne peux m'empêcher de penser, lorsque tu dis ça, et on va faire intervenir aussi Amédée à ce sujet, sur justement lui qui est allé sur le terrain, voir ses enfants à Madagascar et ailleurs dans d'autres pays. Est-ce qu'il y a ce danger? Est-ce qu'il sent ce danger, cette addiction peut-être de dire, waouh, on ne sait pas ce que c'est que les tablettes, et être émerveillé par ce côté très rectiligne, ces objets de culte, hein, qui sont devenus cultes en France, mais ailleurs aussi dans le monde. Je ne peux m'empêcher de penser au film de James Cameron avec cette fameuse planète Pandora où l'homme, James Cameron ne montre que on reproduit exactement les mêmes erreurs ailleurs que sur une planète. Donc, est-ce qu'on peut, et c'est juste un postulat, évidemment, considérer comme des espèces d'espaces de vierges chez nouveaux peuples en voie d'émergence et pour éviter de faire les mêmes erreurs aujourd'hui, eh bien, contingenter cela sans être pour autant contrôlé, mais avoir cette gérance de dire tout comme un monde nouveau, si on devait le découvrir, en tout scientifique, tu es physicien, on le rappelle entre autres, hein, Philippe Bobola, le mot d'ordre, ça serait de ne pas polluer les peuples autochtones qui vivent là-dedans pour ne pas les influencer dans leur développement avec ce qui a pu nous sous-développer à nous ou nous involuer, entre guillemets. Est-ce qu'il y a est-ce qu'on a cette responsabilité qui est extrêmement lourde sur nos épaules? Ah oui, c'est une responsabilité lourde. Je pense que si effectivement on envisage la Terre comme une union, les pays riches devraient avertir les pays émergents des dangers qu'ils ont connus, quoi.
Par exemple, l'économie, on a fait des erreurs, il faudrait que les pays émergents ne fassent pas les mêmes erreurs que nous. Si effectivement on réplique ailleurs notre modèle, c'est une forme de néocolonialisation. Vous voyez ce que je veux dire? Alors évidemment, c'est difficile, il y a des enjeux. Je ne voudrais pas non plus que nos auditeurs croient que je ne vois pas les atouts. En fin de compte, il faut des outils technologiques interactifs. L'enfant, il a besoin d'interactivité. Il n'y a rien de pire quand c'est passif. Alors effectivement, dans les jeux vidéo, on apprend d'une certaine façon la socialisation, on apprend un certain nombre de choses, mais comme j'ai dit, c'est Janus. Il y a un côté positif et un côté négatif. Mais quand on regarde les grands mouvements sociologiques en Europe, il y a un engouement pour les plantes, la phytothérapie, la naturopathie, mais c'est exactement la pharmacie du bon Dieu de ces pays. Il y a un engouement pour retrouver des valeurs humaines, ils les ont déjà. Beaucoup de gens parcourent le monde entier pour faire des expériences chamaniques. En parlant à Madagascar, il y a des chamans, il y a une culture chamanique comme toute culture traditionnelle. Donc c'est un peu ironique de voir que ils ont ce que nous recherchons et eux ils recherchent ce que nous avons. Mais ce que nous avons nous a amené à des impasses. Donc il ne faudrait pas que effectivement ils arrivent aux mêmes impasses que nous. Sinon effectivement on aura le même système, c'est-à-dire que on aura pollué un espace et on continuera à polluer d'autres espaces. D'accord. Alors, on comprend là, dans ce que tu viens de dire, que tout a son revers de la médaille. Le tout est de trouver la voie du milieu, le juste milieu. Pas trop peu non plus. Mais justement, c'est une question de gestion et surtout d'éducation. Vous voyez, par exemple, on a des gens sur Facebook qui ont 3000 amis, 4000, 4500, etc. Il y a un anthropologue qui s'appelle Dunbar, Robert Dunbar, qui a montré qu'au-delà de 150 personnes, on ne peut plus gérer vraiment l'amitié. Qu'est-ce que c'est qu'une amitié avec 4500 personnes? Oui, ça... En moyenne, c'est 360 personnes dans son réseau, le réseau des jeunes sur Facebook. Et au-delà, c'est Ça plus... serait trop prétentieux, pas assez, on est nul. Donc voilà. Mais c'est 150. Hein. Au-delà de 150, si on veut vraiment avoir un lien fort, régulier, voilà, on ne peut pas gérer au-delà de 150. Alors vous imaginez 4500. Moi, je suis ami avec des gens, je les ai jamais vus, ça n'a pas de sens. L'amitié, on doit partager des choses. Vous voyez, on est rentré dans un monde complètement virtuel. Alors, Amédée, tu peux intervenir justement par rapport à la question qui me vient, c'est de dire, en tant qu'explorateur justement, parce que tu es sur le front, tu te rends sur ces pays-là avec ton ONG, est-ce qu'il y a aujourd'hui cette conscience que de ne pas, de garder le bon tout en apportant du meilleur, simplement? Alors, non, pas du tout en fait. Pas du tout parce que ça va à l'encontre finalement du principe de la colonisation, de ce qu'on appelle la civilisation. On a expliqué à ces populations que le modèle référent, c'était pas le leur. Et ça touche tous ces points-là, c'est-à-dire à la fois sur la façon de vivre, de se nourrir, de se soigner. On leur a expliqué que la pharmacopée aussi, c'était bien gentil, mais voilà, c'était inefficace et qu'il fallait acheter des médicaments, etc. Donc, il reste quand même quelque chose, mais surtout pour ceux qui n'ont pas les moyens financiers. Mais sinon, on impose un modèle. Et comme on impose ce modèle, ça se retrouve partout avec les nouvelles technologies. Et il y a deux raisons très fortes aussi qui poussent les gens très tôt à se tourner vers cela. D'abord parce que c'est le modèle occidental, il est pris comme étant la référence, donc il faut y aller. Peut-être que Philippe a des problèmes pour en écouter. Oui, j'ai un problème. Ah bon. Ah d'accord, ça va. Okay. Je sais pas ce qui s'est passé. Ça va mieux là? Je vous vois plus. Je sais pas si vous voyez. Oui, on te voit. Si, on te voit parfaitement, Philippe. Mais je vous vois plus. Alors c'est un peu embêtant. Mais on te voit parfaitement, hein, ça continue. Hein. Tu nous entends, ouais. Alors je disais, c'est un modèle qui a été imposé, et donc ça remonte depuis, c'est la colonisation, tout ça. Donc aujourd'hui, forcément, la référence, ça vient d'ailleurs, et ça se retrouve à tous les niveaux, que ce soit au niveau de l'alimentation, comme je disais, de se soigner. On a tourné des études, la pharmacopée, donc les gens qui ont recours, c'est ceux qui n'ont pas des moyens, mais sinon, ce sont les médicaments que l'on trouve, l'allopathie, etc., qui est de toute façon la référence. Et sur le côté technologique,
Alors, il y a deux problèmes. Il y a là aussi, parce que c'est évidemment, quelque part, c'est quelque chose qui fait rêver. Puis il y a des aspects très concrets, pratiques, cet ordinateur, tout ce qu'on peut faire avec. Mais il y a un autre aspect aussi qui est vraiment fondamental, c'est que faut bien comprendre que beaucoup de ces personnes dans ces pays-là, et notamment Madagascar, mais il y a deux pays d'Afrique, mais Madagascar, c'est en plus, il y a le caractère insulaire, ils ne peuvent pas sortir de chez eux, ils ne peuvent pas voyager. 90% de la population ne peut pas le faire. C'est pas comme nous. Nous, on voyage, on prend un visa ou même pas de visa, on arrive, sauf que là-bas, c'est impossible. Donc, la façon de voyager, c'est via Internet, c'est de se connecter. Donc, pour eux, aujourd'hui, c'est une ouverture sur le monde qui est salutaire pour un certain nombre. Parce que c'est comme ça qu'il y en a qui vont faire aussi, alors, outre dans le côté du travail, etc., mais pour beaucoup de gens, à travers les réseaux sociaux, notamment, des rencontres, pour essayer de trouver quelqu'un pour se sortir de la misère. Et donc, tout ça fait que c'est extrêmement difficile d'aller expliquer donc à cette population les méfaits de cela quand ils vivent dans ce contexte d'extrême pauvreté où au quotidien il y a le problème de comment se nourrir, comment ou l'habitat, etc. Donc c'est quelque chose qui est très difficile et évidemment qui est très inquiétant parce que il n'y a aucune, je dirais, Oui, il y a un moment donné mesure, où, c'est-à-dire qu'un contrôle. On ne peut pas Oui. vraiment gérer ça. Il faut faire confiance un peu au destin. À un moment donné, laisser faire. Et je pense redonner la possibilité à ces peuples de gérer eux-mêmes leurs problèmes. Parce que j'ai l'impression qu'il y a, ça serait un peu moralisateur de dire, c'est un peu ce qui s'est passé entre l'Europe et la Chine. Hein. J'explique simplement ça, Amédée, pour que les personnes comprennent. C'est-à-dire que les Américains et les Européens se sont alliés pour expliquer aux Chinois que la pollution, c'était compliqué et qu'il faudrait pas qu'ils ne commettent la même erreur, sachant à quelle vitesse se développe la Chine. Et la Chine a rabroué littéralement en disant que vous avez pollué jusqu'à maintenant sans que personne n'ait rien à vous dire et vous venez nous faire la leçon de ne pas polluer avant même qu'on ait eu le temps de polluer. Donc ils ont refusé. Il y a eu un refus forcément à ça puisque ils comprennent que les pays développés se sont développés et ont besoin eux aussi que ce soit leur tour. Et c'est tout à fait logique. Donc la voie du milieu passerait certainement par une éducation, comme le disait tout à l'heure Philippe, et leur expliquer certaines règles, juste conseiller peut-être pour éviter le dérapage. Ça serait peut-être ça la voie du milieu. La voie du milieu, oui, on pourrait très bien, d'un point de vue ethnologique ou anthropologique, expliquer que ces technologies doivent s'insérer dans leur culture et leur dire que valoriser leur culture et faire en sorte que ces cultures s'harmonisent. Donc l'apprentissage de l'autorégulation, la pratique de l'alternance, l'accompagnement, tout ça, c'est des choses qui peuvent se faire. Mais en tous les cas, l'enjeu est là, quoi. Nous ne vivons plus dans la nature, nous vivons pratiquement dans l'infosphère. Et effectivement, comme dans un schéma darwinisme, on doit s'adapter à ça, quoi. On doit s'adapter à ça. Alors, est-ce que tu penses, Philippe, que c'est le fait de pouvoir allier justement la culture, sans la dénigrer, en apportant cette touche de modernité et de technologie qui permettent de cohabiter et finalement, ces pays émergents deviendraient notre surface corrigée. C'est-à-dire la même chose que nous, avec nos erreurs en moins. C'est possible, c'est peut-être utopique, mais est-ce que c'est, selon toi, envisageable ? Il faut rêver. Je pense que c'est peut-être utopique maintenant, mais pourquoi pas éviter ce qui s'est passé pour le Japon. Le Japon a perdu son âme. C'est un pays qui maintenant vit dans un monde virtuel. Ils ont vraiment sauté à pieds joints dans la technologie, le virtualisme, comme on dit. Il ne faudrait pas que d'autres pays le fassent. Ça serait une vraie colonisation, parce que au-delà des méfaits sur le cerveau, on fait passer des messages, des modèles de société, etc. C'est quand même assez paradoxal, c'est que nous sommes on prend l'Europe qui est on est en perte de civilisation, hein, on voit les fissures de notre monde se mettre en place, et on continue, que ce soit les États-Unis et d'autres pays, à ériger un modèle qui a été un naufrage, si on le regarde maintenant, et l'imposer à d'autres pays.
Alors, est-ce que finalement, nous, ayant été fondateurs et créateurs dans les pays riches aujourd'hui de cette technologie, peut-être que leur regard est différent. Eux, ils sont plus consommateurs, ils vont devenir consommateurs. N'étant pas à l'origine, ils vont peut-être être beaucoup plus sages. Est-ce que on peut imaginer que ces enfants-là, les futurs enfants de Madagascar et d'ailleurs, en étant adultes et de manière raisonnée, utilisant à bon escient cette technologie, Amédée vient de l'expliquer, hein, c'est pour eux, dans un premier temps, une façon très facile de voyager virtuellement évidemment, mais de voir d'autres contrées à travers leur écran. Est-ce que tu penses que ces nouveaux adultes, qu'est-ce que ça va donner anthropologiquement parlant? Est-ce que ce seront des adultes 2.0 d'une population 2.0 beaucoup plus responsable, éco-responsable et reliés avec leur tradition, leur culture? Si on fait un saut, Amédée voulait un peu de temps, mais si on fait un saut, effectivement, on voit bien que les géants de Silicon Valley ont misé sur le transhumanisme. Finalement, l'enjeu de notre monde, c'est de garder notre humanité et de cohabiter avec une technologie. Mais on ne doit pas être au service de la technologie, c'est la technologie qui doit être à notre service, l'économie. Et donc, c'est tout l'enjeu pour ces pays, c'est de conserver leur tissu culturel tout en s'ouvrant sur la modernité et éviter ce qui s'est passé pour le Japon, où le Japon, qu'on le veuille ou pas, a perdu son âme, même si effectivement, il commence à retrouver les valeurs traditionnelles de leur Japon. Mais c'est quand même une société, si vous allez à Tokyo, c'est le virtualisme, c'est l'ordinateur, c'est tout ça, quoi. Oui, c'est vrai, avec beaucoup de personnes qui sont encore seules à 40 ans. Hein. C'est une moyenne, c'est pour dire. C'est ça qui est un peu curieux, si vous voulez. On a des critères, par exemple, en termes de santé publique, on évalue le développement d'un pays dans différents domaines. Et dans la santé, on considère qu'un pays se développe économiquement si effectivement il y a une régression de la médecine naturelle. On forme plus de médecins allopathiques. Oui, tout forcément. Voilà, donc on va vous dire le nombre de lits par hôpital, le nombre d'hôpitaux, le nombre d'ordinateurs, etc. Moi, je pense que tout simplement, l'anthropologie doit reprendre sa position. Hein, voilà. Les anthropologues ont un peu déserté les grandes problématiques mondiales. Et effectivement, il faut vraiment, c'est un problème anthropologique, arriver à faire coexister une culture traditionnelle avec une technologie sans avoir le danger que la technologie de déstructure le tissu culturel et amène un changement. Un changement. Alors, Amédée, toi qui es justement qui est sur place, lorsque tu amènes cette technologie et tu vois que des personnes se mettent à se connecter sur Internet, etc., comment se comportent-ils à la découverte? Est-ce qu'ils deviennent boulimiques ou justement ont cette, entre guillemets, cette sagesse de retrouver quand même, de garder leur sourire, leurs occupations habituelles en disant il y a un temps pour tout, il y a un temps pour cela? Est-ce qu'il y a cette forme de régence, d'autorégulation qui leur est propre? Qu'est-ce que tu constates, toi, sur le terrain au quotidien? Compte tenu des contraintes qu'ils ont, pour la plupart, déjà, beaucoup de foyers n'ont pas l'électricité, donc le problème il est réglé. Ils ne peuvent pas se connecter de cette façon. Ils n'ont pas de quoi s'acheter aussi du matériel sophistiqué, donc tout ça, ça limite cette expansion. Mais dès qu'ils en ont l'occasion, ils le font. Donc, je pense qu'il y a un vrai problème derrière ça. On a bien vu dans la société occidentale comment c'est parti aussi. Ça a progressé de plus en plus. Hein. Plus on avait de sollicitations, il y a deux générations, et la télévision proposait une chaîne, il y avait un programme, il y en a eu deux. Maintenant, il y a des centaines de programmes télé, et puis il y a Internet, il y a tout cela. D'ailleurs, quand Philippe disait tout à l'heure, au-delà d'une heure de temps, cela pose problème d'écoute, etc. Mais on est frappé de plein fouet. En France, ailleurs, mais c'est par heure, je ne sais pas combien d'heures, hein, je ne sais pas combien d'heures on est exposé. Aux États-Unis, un enfant on va dire de quelques mois, c'est 40% de son temps devant la télévision, et à 3 ans, il va à 90% regarder la télévision qui est tout le temps allumée. Hein. Oui, puis quand il est 40% devant la télé, puis le reste du temps sur les réseaux sociaux, ça laisse plus beaucoup de temps. Et à France maintenant, comme on y va aussi de façon virtuelle sur les cours via Internet. Voilà, le pire, c'est comme la télévision. Vous voyez, à une époque, j'ai connu une époque où on regardait la télévision en groupe.
On allait dans certaines régions de France, un petit peu moins développées qu'à Paris, et on regardait la télévision en groupe. C'est pas la même chose, on en discutait, on en parlait. Moi, j'ai Ouais. vu des aborigènes australiens regarder le Internet, mais en groupe. Vous voyez ce que je veux Mhm. dire? Le danger, Ouais. c'est qu'à un moment donné, ça évolue tellement que chacun soit seul chez soi et en train de regarder. Ben oui, Ouais. c'est ce qui risque de se produire. Ça existe encore, c'est vrai, dans pas mal de pays Oui, d'Afrique, mais Amédée, Madagascar excuse-moi de aussi. te couper, on en est encore loin. Moi, je pense qu'il y a encore Oui, quelques décennies avant que ce problématique-là. Alors, je remercie Philippe Bobola pour nous donner en quelque Ah, il sorte. faut l'anticiper, c'est Voilà, ça. c'est ça, voilà. De C'est ça, l'anticiper c'est maintenant, l'anticiper. mais c'est vrai que c'est pas l'immédiateté. Mais effectivement, il faut y penser et se poser oui. la question justement de cette introduction de Là, la technologie. Mais ils ont, voilà, parce que si vous voulez, et encore, vous voyez, on est au tout début, mais si on envisage l'arrivée des ordinateurs quantiques, qui vont arriver, voilà, c'est difficile de donner un timing, mais à ce moment-là, on aura une information qui se propagera à la vitesse de la lumière, c'est-à-dire 300 000 km à la seconde. L'influx nerveux, c'est 100 mètres par seconde. Il y a un rapport 3 millions, vous voyez. Donc forcément, si on est dans ce rapport de force, la tentation est grande de nous doper. Hmm, Voilà. Je pense ça serait intéressant, c'est un challenge pour ces pays d'arriver à utiliser ces technologies sans avoir les méfaits que nous avons connus et briser leur tissu social. Parce que effectivement, d'un point de vue Mhm. ethnologique, si on brise le tissu social, c'est un ethnocide. Hein. d'accord. Ouais. Alors, Amédée, justement, tu parlais en Oui. introduction du sourire, justement, de cette joie qu'ils ont gardée. Est-ce que c'est le tissu social dont fait référence à chaque fois Philippe Bobola au sujet de leur joie de vivre? Est-ce que c'est ce lien qu'ils ont gardé, ce tissu que nous, on perd, en tout cas dans les pays occidentaux? Est-ce que c'est cela qui permet de garder la foi en la vie? Parce qu'il y a cette confiance en la vie, au-delà de la technologie, malgré leurs difficultés, ils ont encore confiance à un avenir radieux, avec un sourire comme ça, avec tous les problèmes qu'il y a. Est-ce qu'on peut dire, Alors, pour résumer, que c'est ça? je sais pas, je pourrais pas dire que la plupart ont confiance en un avenir radieux parce que ils n'ont aucune perspective sur cet avenir. Hmm. Ils voient que les choses ne changent pas depuis des décennies, voire des générations. Ils sont pauvres, ils vivent dans une famille pauvre, ils ont pas. Mais je crois qu'ils ont appris à vivre dans l'instant présent et donc à oublier cela. C'est-à-dire, ils se préoccupent plus de l'avenir en réalité. Chaque jour, demain, c'est un autre jour. Tu vois. Et la plupart de ces familles, ils font, quand ils vont faire des courses, pour des raisons à la fois économiques, c'est au jour le jour. Et en plus, ils peuvent pas conserver les aliments parce qu'ils n'ont pas de réfrigérateur, ils ont rien de tout ça. Donc, tout ça, ça fonctionne au jour le jour et toutes les occasions, je dirais, de partage. Le rire aussi, c'est une façon je dirais, peut-être de survivre au départ et finalement, ça les emmène plus loin parce que sinon, c'est juste impossible, la situation. Donc, il y a une dédramatisation et on le remarque souvent parce qu'on parle des fois de choses effroyables, mais quand on en parle, on rit. Mais avec eux, hein. Hmm. Je veux dire, on parle de choses, c'est tellement énorme, mais c'est comme ça. Je veux dire, par exemple, avec le problème du coronavirus qui est venu se rajouter à une quantité de problèmes, bon, ils ont une telle capacité de résilience que ils font avec. Mais quand on parle souvent des problèmes, remarquez, ils n'en parlent pas dans la tristesse, dans le truc. C'est souvent même on rit de cela tellement c'est énorme. Et il y a même des expressions que j'ai remarquées dans certains pays, notamment en Afrique, en Côte d'Ivoire, où ils transforment un peu le français et notamment ils ont une expression disant de telle personne, elle souffre trop, quoi, elle souffre trop mal. Hmm. C'est-à-dire que la souffrance est devenue la norme, mais qu'on dit non, là vraiment, celui-là il souffre trop mal, ça veut dire que Alors, ouais, référence c'est a ça. bougé. Leur référence a bougé. Il y a le pire du pire du pire. C'est ça, en C'est fait. ça. D'accord. Voilà. Donc, en fait, c'est tout ça qui fait qu'au fond, ils sont dans un quotidien, dans quelque chose au jour le jour, et ils sont plus attentifs à toutes les occasions qui peuvent permettre de sourire, de s'amuser, que ils oublient le reste, puisque le reste est omniprésent. Ils savent pas de Hmm. quoi est fait l'avenir. Ils savent que n'importe quel problème de santé Hmm. peut les faire basculer du jour au lendemain. Hmm. On en a régulièrement des cas comme ça.
il y a une telle pauvreté. Donc, partant de là, on vit là maintenant. C'est paradoxal, mais peut-être que quand on n'a plus de visibilité sur l'avenir, c'est ce qui nous permet finalement De d'être se dans le réveiller. présent. Oui. Et d'être dans le présent nous permet d'être en vie, en fait. Il y a ce côté-là, en fait. Ça rejoint ce que disait Philippe. Et ces personnes ne sont pas dans le virtuel, ne peuvent pas se permettre. Pour la grande majorité, c'est impossible. Parce que tu es dans le virtuel quand tu veux aller ouvrir le frigo, prendre quelque chose là, faire ceci, mais là, ça marche pas comme ça. Donc, c'est un peu, autre chose. c'est un peu comme pour dire que la réussite endort et l'échec réveille. Hein. C'était Winston Churchill qui disait, Moi, ça. je suis d'accord avec Amédée. On voit par exemple quand les gens ont connu une maladie grave qui aurait pu les emporter, ils disent après avoir réussi à vaincre cette épreuve, finalement, ça a été un moment où j'ai le plus vécu intensément. Parce qu'il y a une notion de précarité de la vie. Et donc, on apprécie chaque moment parce que ça sera peut-être le dernier moment. Oui. Et donc, il y a ça Nous, effectivement, on est en permanence en train de se projeter dans le futur ou dans le passé. Alors, en psychiatrie, on a des maladies liées à des cristallisations du passé ou des gens qui ne peuvent être que dans le futur. Mais eux, ils n'ont pas ce luxe. Ils savent que peut-être demain, ils seront morts. Donc, ils apprécient chaque moment de la vie. La vie, pour eux, est une grâce parce que chaque moment, ça sera peut-être le dernier. C'est comme un papillon. Voilà, il a une durée de vie de 15 jours, il ne le sait pas, mais chaque moment, c'est une grâce. Et on a perdu ça. On le retrouve quand parfois on connaît des épisodes de santé où on pourrait effectivement partir. Et les gens disent souvent, je n'aime pas le vivre, j'aime l'avoir vécu. Ça sublime la vie. On aime le résultat, quoi. C'est comme j'aime pas semer, mais j'aime bien récolter. C'est une leçon parce que quand on vit dans des environnements hostiles où faut être à chaque moment très présent. Hein. Si vous vivez dans la forêt amazonienne, vous voyez le niveau de danger que vous pouvez avoir. Il faut être vigilant, savoir lire les signes de la nature. Et on vit au présent. Ils n'ont pas le luxe de pouvoir vagabonder comme ça dans le passé et dans le futur. Et c'est vraiment le présent leur référentiel. Alors, ce sera justement ce que tu disais, Didier. Oui, je t'en prie. Excuse-moi, ce que tu disais justement, et signalé Philippe, c'est que ils sont vraiment créés dans le présent. Quand on ne peut pas faire de projet pour le futur, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Se plaindre du passé, personne ne nous écoute. Ça changera rien. Donc, il faut être vraiment dans le présent. Et finalement, c'est aussi quelque chose de très fort lorsqu'on vit ce type d'expérience, c'est qu'effectivement, on n'est pas dans le virtuel. On n'est pas, alors virtuel que ce soit à travers les objets connectés ou dans nos têtes. Virtuel parce que on oscille entre le futur et le passé sans cesse. Là, on est dans le présent parce que il faut savoir qu'est-ce qu'on va faire maintenant, qu'est-ce qu'on va manger, qu'est-ce qu'on va associer, etc. Et puis, on sait que cette fragilité peut tout remettre en cause parce qu'on a plein d'exemples qui vont dans ce sens. D'amis qui sont tombés, il y a plein d'exemples. On en a plein tout le temps. Donc, les gens font que, effectivement, on profite de l'instant présent. Cette solidarité, elle est essentielle aussi parce que sinon, il n'y a pas de possibilité de s'en sortir. Donc, c'est très important, cette notion donc de solidarité qui va au-delà de la famille, hein, qui est une famille vraiment très élargie, parce que sans ça, on n'a aucune possibilité de s'en sortir. Alors, tout ça fait que finalement, ça crée du lien social. Ça fait aussi qu'on est vraiment dans cet instant présent et que chaque occasion qui est donnée de s'amuser, de rigoler, de ceci, on la saisit tout le temps. Et le paradoxe, il est là, c'est que on va passer plus de temps à rigoler dans un contexte d'extrême pauvreté que quand on est qu'on vit dans l'abondance depuis longtemps. Que l'on vit dans l'abondance et dans l'opulence, ouais, c'est vrai. Voilà, c'est vrai, des gens qui sont dans l'opulence. C'est très particulier. Ils sont pas le sourire aussi facile. André Malraux disait « La vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie ». Rien ne vaut la vie, et on s'en rend compte quand elle s'en va. Il y a beaucoup de gens qui disent « Oh, j'ai pas assez vécu, j'aurais pu faire plus ». Et ces gens-là, on va pas dire qu'ils ont une chance, mais spirituellement, ils sont vraiment forcés d'être dans l'instant présent. C'est un temps présent que les Occidentaux essayent de saisir sans vraiment pouvoir l'enfermer, et voilà, ils l'ont.
Il en... Tout à fait. Voilà, alors c'est Tout une à très fait. belle façon de conclure, en fait, de terminer cette émission. Je vous remercie autant à toi, Philippe Bobola, qu'à Amédée. Je vous remercie à vous deux, vraiment. On peut finir aussi sur une belle note, si vous voulez voir justement un exemple concret qui a été tourné par Hollywood, une série américaine qui a fait un carton plein, c'est Breaking Bad, où justement c'est un enseignant-professeur qui apprend qu'il a une grave maladie, il lui reste quelques temps à vivre, il est condamné, maladie incurable, et il se sent plus vivant que jamais en ayant atteint cette maladie et dit qu'il était mort avant d'avoir cette maladie. Hein. Donc il a vécu une vie à l'envers. C'est une renaissance à Phoenix. Il sait qu'il a peu de temps. Il sait qu'il va vivre ce temps intensément et permettre de vivre tous ses fantasmes. Breaking Bad, une série justement qui parle de ça. On va dire que Amédée, les personnes, les enfants que tu vois là, et tu l'as très très bien résumé, vivent cette fiction dans leur réalité au quotidien. Eux, ils n'ont pas besoin de regarder la télé justement pour le vivre par procuration. Ils le vivent intensément. Hein, c'est ça. C'est tout à fait ça. Oui. Voilà. Surtout qu'il faut bien considérer que, tu vois, tu as chaque jour plus de 15 000 enfants qui meurent de faim. Tous les jours. Waouh. 15 000 enfants de moins de 5 ans. 15 000 enfants de moins de 5 ans qui meurent de faim. Et en fait, tu as 25 000 personnes par jour. Et 15 000 enfants qui meurent, pas uniquement de faim, pardon, 15 000 enfants qui meurent chaque jour, des enfants de moins de 5 ans, et 25 000 personnes qui meurent de faim. Nous, on en a vu, j'en ai rencontré, et effectivement, quand on voit des personnes qui vivent dans cette situation, comme disait Philippe, elles n'ont pas le luxe de penser à demain, de penser à hier non plus, des problèmes, elles sont dans l'instant présent. Et c'est vrai que ça, il y a beaucoup de problèmes par ailleurs, mais ça ouvre une fenêtre qui est rare, qui est précieuse, que beaucoup d'occidentaux et des chercheurs spirituels essayent d'ouvrir. C'est cette fenêtre de l'instant présent. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Pour ça que quand des gens viennent sur place, ils rencontrent des personnes comme ça, ils se disent merde, elles ont compris, elles ont trouvé ce passage que je cherche depuis, parce qu'effectivement, quand on voit cela, et c'est vrai, il n'y a pas de tricherie, et quand on voit des gens rayonnants et voir qu'ils peuvent vraiment exprimer une plénitude intérieure comme j'en ai rencontré, et qui sont dans un état, c'est juste incroyable, et indescriptible dans un contexte de vie, alors on se dit que finalement, ils ont vraiment compris et surtout trouvé ce que nous, on cherche encore et qu'on cherche de la mauvaise façon. Merci beaucoup. Donc, 3 façons. Oui, je t'en prie, Philippe. Non, mon grand-père, avant de mourir, m'a donné un conseil. Il m'a dit, vis comme si c'était ton dernier jour, chaque jour. Voilà. Eh ben, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Alors aujourd'hui, je vous invite justement, si vous voulez aider Cœur et Conscience, eh bien, il y a 3 façons de faire. Hein. Déjà, adhérer à Cœur et Conscience, et puis vous pouvez concrètement participer, voir ce que vous pouvez faire si vous avez du temps libre, des choses à proposer, c'est possible. Hein. À vous de vous renseigner. Vous verrez, vous aurez tous les détails. La deuxième manière est de parrainer un enfant. Parrainer un enfant, c'est une action concrète. Vous devenez son parrain et vous pouvez vous rendre sur place, découvrir l'enfant, le prendre dans vos bras et puis comprendre ce qu'il se passe et suivre son évolution. Ça n'a pas de prix forcément, et pourtant ça vous permettra de mettre en avant un être humain qui pourra peut-être changer le monde. Hein. Qui est le prochain Mandela ? Personne ne le sait, et il se cache peut-être parmi ces enfants qui seront que vous allez peut-être parrainer. En tout cas, je vous conseille et je vous encourage à le faire vraiment. Et là, enfin, la troisième façon, c'est de faire un don. Hein. Vous pouvez aussi combiner les 3, mais c'est une façon, 3 manières d'adhérer, hein, adhérer, parrainer et faire un don. Ça, ce sont les 3 manières de pouvoir aider justement en 7 journées, pas seulement 7 journées du 20, mais vous avez 30 jours justement pour faire le lien entre la journée des droits internationaux des droits de l'enfant jusqu'au 20 décembre. C'est ça, Amédée, on rappelle, hein, 20 novembre, Oui, 20 décembre, ça. Pendant 30 jours. C'est un challenge. Hein. Tout à fait. C'est voilà. un vrai challenge, mais qui en vaut la peine. Qui en vaut vraiment la peine. Merci à vous tous. Merci Philippe Merci Bobola. Merci pour toute ta connaissance. Et moi aussi. Merci à vous tous. Je vous souhaite auditeurs. à tous une excellente journée, et puis on se retrouve plus tard ce matin en direct avec Irène Grosjean et Amédée, bien sûr, pour parler justement de l'alimentation, hein, entre autres, puisque c'est son champ d'action. On verra tout ça. Merci à vous tous. Au revoir.
Au revoir. Au revoir.